Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser le quatrième opus de la saga Harry Potter et la Coupe de Feu. Quaron n'ayant signé que pour un seul film, la production partait donc à la recherche d'un nouveau réalisateur. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une volonté de la production de confier chaque film à un réalisateur différent pour que chaque film soit une vision différente de l'œuvre globale de J.K. Rowling. Donc, dans cette optique-là, Mike Newell débarque derrière la caméra. C'est d'ailleurs au passage la première fois qu'un réalisateur britannique réalisera un Harry Potter. C'est un comble lorsqu'on sait que J.K. Rowling voulait un casting d'acteurs uniquement britanniques. Pour les lecteurs d'Harry Potter, l'attente était assez grande vis-à-vis de cet opus. Déjà parce que Mike Newell devait succéder à l'excellent travail de Quaron sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais surtout parce que Mike Newell devait adapter un cahier des charges de près de 600 pages. Oui, parce que J.K. Rowling s'est un peu lâché sur l'écriture de son quatrième roman, on peut comparer l'épaisseur des deux livres avec le troisième roman. D'ailleurs, il faut également savoir que pour ce quatrième roman, la production avait pendant un moment pensé adapter ce livre en deux films distincts, mais ils ont ensuite jugé que c'était trop risqué à faire en milieu de saga. Donc pour adapter un livre de plus de 600 pages en seulement 2h30, Cyclops, le scénariste, a dû arracher des pages par dizaines, donc pas de Dursley au début du film, et pour les autres changements, nous verrons plus tard. Dans ce quatrième opus, nous suivons Harry, un adolescent maintenant confirmé, aux cheveux plus longs que d'habitude, dans une année particulière à Poudlard. Poudlard accueillera deux autres écoles de sorcellerie, un poil cliché. L'école française de Beauxbatons, peuplée de jeunes filles belles et gracieuses, il faut savoir que dans le monde entier, les Françaises ont la réputation d'être belles et raffinées, et l'école d'Armstrong, une école d'hommes virils de l'Est. Un poil cliché, je disais. Et comme chaque année, il va y avoir un problème à Poudlard. Harry sera projeté malgré lui dans le tournoi des 3 sorciers et devra lutter toute l'année pour survivre à ses épreuves. Comme dans les 3 Harry Potter précédents, Harry se rend bien compte qu'il y a un danger qui rôde, mais contrairement aux autres épisodes, il ne va pas enquêter. Pas par flemme, mais par manque de temps et d'énergie dû à ce fameux tournoi. C'est donc la première fois qu'Harry ne va pas agir, mais subir l'action. D'un point de vue casting, la production nous prouve encore une fois qu'elle sait ce qu'elle fait, en choisissant entre autres Brendan Gleeson, excellent, un Robert Pattinson qui deviendra vraiment un grand acteur, dédicace à Good Time sorti cette année, ou encore bien entendu l'arrivée de Ralph Fiennes dans la saga. I'd introduce you, but word has it you're almost as famous as me these days. Si nous regardons le film dans sa globalité, il aborde un seul thème fort et principal, la mort, et par extension le rapport d'Harry avec la mort. Alors que les autres films commençaient par une petite scène d'ouverture bien innocente chez les Dursley, Mike Newell décide dès le début du film de nous plonger dans le rêve d'Harry, et donc de voir la mort du vieil homme moldu. Première fois du film où Harry est confronté à la mort. De plus, cette scène permet d'impliquer directement Voldemort dans l'intrigue. C'est important quand on se souvient qu'il était justement absent de l'opus précédent. À peine après avoir vécu la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, Harry va directement être confronté de nouveau à la mort, avec l'arrivée fracassante des Mange-Morts, et la marque des ténèbres que nous découvrons au passage dans le ciel. Au passage, les Mange-Morts ont des tenues similaires à celles des membres du Ku Klux Klan. Et ce n'est pas un hasard, ils partagent une doctrine raciste assez proche. Le Ku Klux Klan met l'homme blanc supérieur aux autres êtres humains, quand les Mange-Morts idéalisent le sang pur. En plus de risquer sa vie à chaque épreuve, Harry va être confronté à la mort plusieurs fois durant le film et de manière progressive. C'est d'ailleurs un virage dans la saga, c'est la première fois qu'Harry sera réellement confronté à la mort de ses parents lui étant racontée mais n'appartenant pas à ses souvenirs. Le cours de Folleuil sur les sortilèges impardonnables lui servira d'introduction à la mort, comme le souligne ce changement de mise au point sur son visage. La découverte du cadavre de Monsieur Croupton lui servira d'initiation, et bien entendu celle de Cédric Diggory de confirmation. Après ce voyage face à la mort, Harry s'en trouvera profondément changé et ne sera plus le même, comme nous le verrons dans l'analyse d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Revenons un petit peu sur la mort de Diggory et donc sur la scène de l'affrontement final. Elle est selon moi la meilleure scène du film. Sa mort montre l'opposition entre la naïveté d'un jeune écolier face à la cruauté de la magie noire. Je disais que cette scène était la meilleure car elle repose pratiquement sur les épaules d'un excellent Voldemort. Le choix de lui faire porter un vêtement léger, noir, dans lequel sa liberté de mouvement sera totale et juste parfait, on ne peut pas dire grand chose de plus. Et la performance de Ralph Fiennes est remarquable. Touch you. Now. Il faut savoir qu'il faisait peur à l'équipe de tournage sur le plateau. Cette scène est également intéressante dans le sens où c'est la première fois de la saga qu'Harry se bat, les yeux dans les yeux, avec le mal absolu, et pas uniquement avec son courage, mais avec sa baguette magique. Ainsi, grâce à cet affrontement, on peut se rendre compte qu'Harry n'est pas simplement l'enfant qui a survécu, mais est un brillant sorcier. C'est vrai qu'on a déjà eu un aperçu avec sa maîtrise du Patronus dans l'opus précédent. Have it your way. Petite parenthèse, il faut quand même parler des deux autres personnages du Golden Trio.
Comme je l'ai dit et redit dans les analyses précédentes, le rapprochement entre Ron et Hermione était de plus en plus flagrant, et dans ce 4e film, c'est limite officiel. Hermione en veut à Ron de ne pas l'avoir invité pour le bal, lorsque Ron développe une jalousie maladive. Parlons maintenant des points négatifs du film. C'est la seule fois dans toutes mes analyses que je ferai une rubrique points négatifs du film, pour la simple et bonne raison qu'Harry Potter 4 est le Harry Potter que je préfère le moins dans la saga. Bien que je reprenne plaisir à le revoir et que certaines scènes sont absolument superbes, je pense notamment à la course-poursuite entre Harry et le dragon dans les airs de Poudlard, ou encore le cours de Folleuil sur les sortilèges impardonnables. Ce film est celui que j'apprécie le moins, peut-être aussi parce que c'est un de ceux avec lequel j'avais le plus d'attentes. D'un point de vue réalisation, Mike Newell reprend certaines idées de Quaron, avec quelques plans volatiles, mais ce n'est pas assez pour pouvoir espérer une continuité avec son prédécesseur. Mais j'ai surtout beaucoup de problèmes avec ce film concernant le scénario. Quand vous êtes lecteur, vous pouvez vous rendre compte que dans un film, certains passages du livre ont été coupés, et c'est normal. Mais quand vous êtes spectateur avec ce film, pas en tant que lecteur, on a l'impression que certaines scènes ont carrément été enlevées au montage. Parlons de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Let the match begin! Je n'ai jamais été autant frustré devant Harry Potter. Et cela va continuer ainsi. Les ellipses vont se succéder durant tout le film. On voit bien que les seuls moments importants de l'année de Poudlard sont les 3 épreuves du tournoi et que les périodes entre épreuves sont très résumées et abordées de manière assez superficielle. Si c'est vrai qu'on passe un peu de temps sur le bal de Noël qui est au passage très réussi. D'ailleurs, l'équipe de costumiers et de décorateurs ont pu nous montrer l'étendue de leur savoir-faire. Mais nous mettre un concert de rock en plein Poudlard, on aurait pu éviter. Ensuite, l'intrigue est intéressante, on sait que quelqu'un agit contre les intérêts d'Harry, et nous sommes volontairement induits en erreur avec des plans sur Karkaroff, ce qui rappelle la manière dont Columbus nous avait fait croire que Rogue était le méchant de Harry Potter 1. Sauf que ce genre d'astuce fonctionne sur des enfants, mais dans un film comme Harry Potter et la Coupe de Feu, l'intrigue paraît assez facile. Nous voyons Folleuil boire sans cesse une potion qui n'a apparemment pas du jus de citrouille, Mimi Géniard parle de polynectar, Rogue insiste ensuite avec le polynectar, et enfin le tic de langue de Folleuil est présent plusieurs fois. Pour ceux qui suivent un tout petit peu le film, on peut se rendre compte que Folleuil est Barty Croupton Jr. à partir de la scène de flashback du procès de Karkaroff, soit presque 1 heure avant la révélation finale. C'est beaucoup trop tôt et ça manque cruellement de timing, c'est dommage. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'inviter le sorcier de Serpentard, car il se trouve qu'Harry Potter et la Coupe de Feu est son film Harry Potter préféré, et que comme moi, c'est celui que j'aime le moins, je vais te laisser quelques minutes pour essayer de me convaincre. Première chose, Harry Potter et la Coupe de Feu représentent la transition entre l'enfance de Harry et sa phase adulte, où là il va prendre d'importantes décisions pour vaincre Voldemort, et je trouve que cette transition est très bien représentée dans le film. Je trouve que le comportement d'Harry est proche de celui d'un adulte comparé au film précédent. Deuxième chose, je trouve que l'on joue avec nos émotions dans ce film, et c'est pour ça que ça me plaît, on se croirait vraiment avec Harry à Poudlard, peut-être plus que dans les autres films. On passe 20 minutes à être au bal de Noël où l'on rencontre joie, bonheur et même tristesse, et après cela le film s'enchaîne avec une scène montrant le cauchemar de Harry avec Voldemort. Donc moi personnellement ça me chamboule quelque part, et en fait c'est ça pendant tout le film, donc impossible de s'ennuyer je trouve. Et cela se termine par quelques larmes lorsque Cédric fut tué par Queue de Verre. Pour moi, cette mort est peut-être la plus triste de la saga après celle de Dobby, donc on finit par regarder le film avec une forte immersion, j'ai envie de dire. Cedric Diggory was murdered by Lord Voldemort. The Ministry of Magic does not wish me to tell you this, but not to do so, I think, would be an insult to his memory. Bien entendu, Harry Potter et la Coupe de Feu n'est pas la meilleure adaptation, mais pour moi ce n'est pas parce qu'un film ne correspond pas totalement au livre que forcément le film est mauvais. Merci pour ton intervention, et avant de conclure nous allons parler brièvement d'un petit clin d'œil présent dans le film et teasant la suite de la saga. Dans ce plan où Dumbledore se plaint qu'un élément de l'intrigue lui échappe, on peut voir le symbole des reliques de la mort. Est-ce que c'est un hasard ou un clin d'œil volontaire de la part de la production? Je te laisse mettre ton avis en commentaire, et en tout cas on se retrouve demain pour l'analyse d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bon allez, à demain.